États-Unis a rejeté une demande d'appel du Canadien Omar Kader. On se rappelle, c'est un ancien prisonnier de Guantanamo qui appelait de sa décision, de sa condamnation pour des crimes de guerre commis ou présumément commis en Afghanistan en juillet 2002. Et pour bien comprendre qu'est-ce qu'on doit retirer de cette décision de la Cour suprême des États-Unis de ne pas aller de l'avant et de ne pas l'entendre, eh bien, nous avons avec nous Frédéric Bérard, avocat et auteur du livre J'accuse les tortionnaires d'Omar Kader. Frédéric, bonjour. Bonjour, Rémi. Tout d'abord, quelle est votre réaction face à ce refus de la Cour suprême? Bah, déçu, évidemment, mais pas surpris. Ce n'est qu'un jalon de plus dans cette grande saga bourrée d'injustice. Et on peut le voir à sa face même que la décision est éminemment politique là, parce qu'il y a des erreurs de droit assez patentes. Bon, vous connaissez particulièrement bien cette histoire. Il y a plusieurs personnes qui connaissent le nom, mais qui ne connaissent pas les détails. Pouvez-vous nous donner au moins, je sais que c'est une histoire complexe, là, mais au moins les grandes lignes de l'affaire Kader, comme on l'a appelé? Alors, je devrais vulgariser au maximum et très rapidement parce que c'est une histoire excessivement riche dans le mauvais sens du terme et complexe. Mais en gros, Omar Kader est un enfant soldat qui a été capturé en Afghanistan en 2002 par les Américains. On avait un premier rapport qui disait qu'il y avait deux soldats, qu'il y avait deux combattants d'Al-Qaïda encore sur place, dont Kader. Par la suite, on a falsifié ce rapport-là. On l'a envoyé pour faire en sorte qu'il y avait juste lui de potentiellement coupable, essentiellement. Et coupable de quoi? Coupable d'avoir lancé une grenade. Il y a des études sérieuses, je dirais, là-dessus, là, de Sugarasino notamment, qui a expliqué que Kader était innocent. Là. Sugarasino est une experte en balistique, c'est une avocate. Il n'y avait aucune chance, ou à peu près, que ce soit Kader, mais bref, on a joué le jeu, on l'a envoyé à Guantanamo. On a fait de la pression, évidemment, sur lui pour obtenir toutes sortes, comment je dirais, d'informations par rapport à Ben Laden. La grande surprise là-dedans, c'est la posture du Canada qui a abandonné non seulement Omar Kader, mais qui en plus a envoyé des agents du SCRS pour le torturer, pour participer à une torture, pour aller chercher des aveux qui, de toute évidence, sont illégaux. Et ça, la Cour suprême du Canada l'a reconnu. Et ceci a fait en sorte que parce que le Canada refusait de jouer son rôle, c'est-à-dire de rapatrier son ressortissant, comme le faisaient tous les autres pays occidentaux, à peu près, par exemple la France, la Belgique, l'Allemagne et plusieurs autres, ceci a fait en sorte que les États-Unis, donc, ont été dans l'obligation, ni plus ni moins, de l'accuser, basé sur des aveux qui ne tenaient pas la route. Et essentiellement, c'est ce que Kader a essayé de faire annuler par l'appel à la Cour suprême des États-Unis, la décision dont on vient de parler. Merci beaucoup pour ce résumé. On sait que le Canada, en bout de ligne, a reconnu qu'il avait eu des violations de ses droits constitutionnels. La Cour suprême du Canada, elle, a conclu à la chose et le gouvernement lui a versé 10,5 millions de dollars en indemnité. Dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'il voulait obtenir devant la Cour suprême des États-Unis? En fait, c'était essentiellement laver sa réputation, parce qu'en droit canadien, ceci n'a pas d'impact comme tel, pour pouvoir démontrer au final que non, il n'a pas commis les actes qu'on lui reproche essentiellement. Ce que la poursuite, si je peux dire, où le gouvernement Biden a plaidé en contrepartie, c'est non, quand vous aviez signé la quittance initialement, vous aviez renoncé à tous vos droits d'appel. Et là, évidemment, ceci est juste, c'est exact, sauf que la première question, c'est est-ce que cette quittance-là a été signée, est-ce que cette entente-là a été signée de plein gré? Ça, c'est pas clair du tout. Est-ce que les crimes dont qu'on lui reproche ont été existaient en droit au moment où ces crimes-là auraient été commis? Et là, encore là, la réponse est non. Quand je disais qu'il y a des erreurs patentes dans la décision d'aujourd'hui là, de la Cour suprême, c'est notamment ceci. Par exemple, la loi a été adoptée en 2006. Et les actes reprochés à Kader auraient été commis en 2002. Donc, par définition, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc, ce que la Cour suprême nous dit ici, c'est, vous voyez, tout simplement, c'est pas compliqué. Vous aviez renoncé à vos droits d'appel, alors merci et bonsoir. Ce qui est franchement dommage, parce que pour Kader, on appelle ça ici une question de principe.
il y a eu son 10,5 millions du gouvernement canadien et c'est pas une subvention aux terroristes, ce 10,5 millions-là, il faut le rappeler, c'est un règlement hors cours parce que les droits de Kader ont été violés. Et s'il était allé jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'en Cour suprême du Canada, selon les estimations, il y aurait eu probablement entre 20 et 30 millions. Donc, clairement, c'était une bonne entente, si je peux dire, pour le gouvernement canadien. Donc, ici, si je reviens à ça, pourquoi avoir fait ça aux États-Unis? C'est simplement pour pouvoir clore un chapitre, le dernier chapitre peut-être de cette épouvantable histoire en disant « ce n'est pas moi, je n'ai pas commis de crime de guerre ». Clairement, ce chapitre-là ne se refermera probablement jamais. Mais ça m'amène à peut-être cette question qu'on se pose. C'est une histoire qui qui a commencé il y a 22 ans. Est-ce que c'est terminé? Au moins d'un point de vue légal, est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'on tourne la page? Et est-ce que M. Kader pourra tourner la page aussi? Bien, il y a encore des trucs qui traînent au civil aux États-Unis. Là, il avait été condamné à un montant absolument loufoque, là, quelque chose comme 130 millions, si ma mémoire est bonne, par un tribunal de l'Utah. On avait tenté de saisir son argent ici au Canada, ça n'avait pas fonctionné. Ce dossier-là, aujourd'hui, est encore sur la glace. Est-ce qu'il pourrait être réactivé un jour? Franchement, j'en sais rien. C'est sûr que s'il avait obtenu un gain de cause en Cour suprême des États-Unis, disons que pour la réputation, ça paraît bien, mais qu'il n'y a pas de lien nécessairement direct entre les crimes de guerre et la responsabilité criminelle et civile là, qu'on lui imputait là, du côté de l'Utah, comme je l'expliquais. Donc, du côté canadien, je vous dirais, Rémi, que c'est terminé, oui. Du côté américain, tout dépendra évidemment de ce qui se passera d'un point de vue, criminel et civil, comme je l'expliquais, en Utah, mais bien franchement, depuis le temps que tout ceci traîne, là, je dirais on est en 2024, depuis 10-11 ans, peut-être même un peu plus, j'ai franchement l'impression que tout ceci est probablement caduque. Reste que, et là évidemment c'est de l'éditorial, c'est une position très personnelle, je trouve ça excessivement dommage que cet enfant soldat n'a pas eu la chance d'être entendu par la Cour suprême américaine et faire valoir ses droits. En terminant rapidement, est-ce qu'il y a un élément dans ce dossier, dans cette histoire, que peut-être les gens ignorent et que vous estimez qu'il est important de mettre de l'avant pour ne pas qu'on oublie? Oui, très belle question, merci. En fait, il est dans mon livre, mais comme je vous aime bien, Rémi, je vais vous donner le scoop, Merci. ainsi qu'à tous vos auditeurs et auditrices. Le grand responsable de l'affaire Kader, évidemment, il y a le père de Kader, il y a les États-Unis, Guantanamo, mais l'autre grand responsable, c'est Stephen Harper, qui disait à tous et chacun, il est accusé de crimes graves, qu'il se débrouille, c'est un terroriste. Or, la réalité, et c'est une des révélations de mon bouquin, c'est que Stephen Harper lui-même refusait de rapatrier Omar Kader. Et il l'a même dit, en fait, aux États-Unis. Moi, j'ai eu cette révélation-là de Hillary Clinton. J'étais allé à Guantanamo. On m'a confirmé que c'était vrai. En d'autres termes, Stephen Harper s'est fait du capital politique, strictement, sur une histoire qui est absolument épouvantable, qui est celle d'un Canada qui se vante d'être la terre des droits et libertés, mais qui abandonne un enfant soldat pour une simple question de suffrage. Frédéric Bérard, je rappelle que vous êtes avocat et auteur du livre « J'accuse les tortionnaires d'Omar Kader ». Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Au revoir. Petit regard sur la circulation alors que ça commence à se calmer un petit peu sur le pont, sur la promenade Island Park ou pont Samuel de Champlain. Un peu plus tôt, là, c'était vraiment au ralenti en direction sud. On imagine qu'il y a plusieurs résidents d'Ottawa qui sont allés profiter du parc de la Gatineau, mais qui sont en train de retourner à la maison après avoir profité de cette belle journée. Mais ça commence à se calmer. Autrement, sur les routes, c'est assez calme en ce moment. Pas de grands ralentissements. Oui, la rue Rideau qui est au ralenti quand même en direction est, mais rien là d'anormal. Je vois aussi un peu de ralentissement sur la promenade de Georges-Étienne Cartier, quand même pas mal à l'est de la promenade de l'Aviation, plusieurs segments en rouge sur la carte. Alors, si vous avez des détails sur ce qui se passe là, n'hésitez pas à nous écrire. Aussi, autour du lac d'Or, la promenade Queen Elizabeth qui est au ralenti aussi tout autour du lac d'Or. On peut imaginer, bien sûr, que les gens profitent du